Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. On va évoquer naturellement la politique intérieure, mais d'abord l'Ukraine et Donald Trump qui vient de faire un virage à 180 degrés en affirmant que l'Ukraine avait vocation à reconquérir tous ses territoires, c'est-à-dire les 4 oblasts. Cette ligne de front était quand même considérée jusqu'à présent comme intangible par Washington. Est-ce qu'il faut désormais le croire? Est-ce qu'il faut croire le président américain? Il faut constater en tout cas que les Européens ont fini par le convaincre. Pour combien de temps, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de temps de perdu, c'est certain. On se souvient de Donald Trump disant l'Ukraine n'a pas les cartes. Ou même encore la semaine dernière, l'Ukraine a commencé cette guerre contre la Russie. On a un autre langage aujourd'hui. Ce qu'on attend, c'est des actes. Mais je voudrais aussi qu'on n'attende pas les États-Unis. Que nous, Européens, on ait pleinement conscience que c'est une guerre qui nous concerne au premier chef. Et donc que nous fassions tout ce que nous avons à faire, nous. Mais comment vous pouvez expliquer cette volte-face? Est-ce que, par hasard, ce seraient les rapports confidentiels sur l'économie russe qui seraient très affaiblis, qui auraient fait basculer le président américain? Le président américain dit, en gros, Vladimir Poutine m'a laissé tomber. Il se dit persuadé d'avoir tout fait pour que Vladimir Poutine ait des raisons de signer la paix. Est-ce qu'il avait sous-estimé le souhait de Vladimir Poutine de continuer la guerre éternellement? Parce que depuis que Poutine est au pouvoir, il y a toujours eu une guerre en Russie. Est-ce qu'enfin, il a effectivement écouté ce que disent tous les experts, tous les économistes? C'est-à-dire que, bien sûr, cette guerre coûte très cher à la Russie, je ne sais pas. Mais ce que je constate tout de même, parce que je ne voudrais pas qu'on s'emballe et que quelque part on se détende, on se dise finalement Oncle Sam nous protège, c'est qu'il a dit des choses assez inhabituelles, Donald Trump, mais il ne s'est engagé à rien. Il n'a pas, lui, déclenché des sanctions supplémentaires vis-à-vis de la Russie, il n'a pas apporté de l'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, donc il dit simplement vive l'Ukraine, mais après c'est débrouillez-vous. Quand on demande à Donald Trump si les pays de l'OTAN doivent abattre les avions russes qui survolent leur territoire, il répond oui. Emmanuel Macron lui-même affirme que l'OTAN doit monter d'un cran en cas de nouvelle provocation russe. Mais qu'est-ce que ça veut dire monter d'un cran de manière extrêmement concrète? Est-ce qu'on peut laisser le ciel de nos pays survolé par des drones ou par des avions russes sans réagir? La réponse est non. Évidemment non. Quand on est certain qu'il s'agit d'appareils russes, c'est vrai que ce qui s'est passé donc, je rappelle pour nos téléspectateurs, cette nuit, effectivement, il y a eu une intrusion à nouveau de drones. On ne connaît pas encore, à qui ils appartiennent. C'était dans le ciel danois. Il y a eu aussi ce qui s'est passé en Pologne. Là, cette fois-ci, c'était avéré, c'était des drones russes. En Estonie, ces avions de combat qui ont Roumanie. aussi violé l'espace aérien estonien. Comment on fait face? Et encore une fois, monter d'un cran, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on abat systématiquement ces intrusions? On abat systématiquement les drones, ça, il n'y a aucun doute. Et je voudrais rappeler ce qui s'est passé en Turquie en 2015. Un avion russe a survolé la Turquie. Il a fallu 12 secondes pour que le président turc fasse abattre cet avion russe. Depuis, il n'y a plus un seul avion russe qui survole la Turquie. Est-ce que la France, en tout cas l'OTAN, doit faire pareil, c'est-à-dire un avion russe qui survole sans autorisation les territoires est immédiatement abattu? Est-ce que c'est ça, monter d'un cran? Écoutez, pour le moment, ceux qui montent d'un cran, ceux qui escaladent, ce sont les Russes. La question, c'est pourquoi ils le font. Je pense que c'est, comme souvent, une politique de diversion. Quand on parle de notre ciel, on ne parle plus de l'Ukraine. Vous n'avez pas parlé, ce n'est pas un reproche, mais dans vos journaux, vous n'avez pas parlé des bombardements sur l'Ukraine. Vous parlez de ce qui se passe au Danemark en disant, en plus, on ne sait pas. C'est fait pour troubler nos opinions. Troubler ou tester aussi nos réactions? Tester aussi, bien sûr, mais c'est fait pour faire dire à nos opinions, oh là là, on n'est pas prêt, oh là là, on ne sait pas réagir. Mais est-ce que c'est pas, il n'y a pas du vrai dans ce que vous dites? Ce qui est vrai, c'est qu'il faut qu'en matière de système anti-drone, on fasse ce qu'il faut. D'ailleurs, le commissaire européen à la Défense l'a proposé avant un an. Il veut un mur de drones à l'est de l'Europe. Il a raison, un mur anti-drone, c'est-à-dire tout un tas de dispositifs. Et vous savez, ceux qui nous conseillent avec le plus de justesse sur ce qu'il faut faire, ce sont les Ukrainiens. Oui, il paraît qu'ils ont développé une expertise à bas coût, parce que nous, pour abattre un drone, ce sont des missiles qui coûtent très cher. Si on prend un F-35 ou un Rafale ou des missiles très coûteux, ça n'a pas de sens.
mais il y a d'autres méthodes. Et de ce point de vue-là, notre coopération avec l'Ukraine, elle n'est pas dans un seul sens. Ça n'est pas seulement nous qui aidons l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine a beaucoup de choses à nous apprendre parce que malheureusement, ça fait 3 ans qu'ils sont confrontés à une guerre terrible. Hier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a reçu l'intersyndicale qui a dit que le compte n'y était pas, puis le patronat qui est également resté sur sa faim, et toujours pas le début d'une piste sur le budget. C'est mal parti. C'est inquiétant de voir que les partenaires sociaux qui sont reçus, et c'est une bonne chose, les partis politiques qui sont reçus, et c'est une bonne chose. Sébastien Lecornu prend son temps pour essayer de faire entendre à chacun qu'il faut bouger, que ce pays ne peut pas rester bloqué, qu'on ne peut pas se contenter de dire c'est aux autres de faire un effort. On ne peut pas se contenter de dire ce serait mieux s'il n'y avait pas de déficit et de dette. Il y a un déficit, il y a une dette, il faut les réduire. Ça veut dire qu'il faut que chacun bouge d'un pas. Moi, je voudrais rappeler une chose, c'est que dans un pays comme l'Allemagne, notre grand voisin, les partenaires sociaux jouent un rôle important et ont une attitude responsable. Dans un pays comme l'Allemagne, ils n'ont pas essayé de faire ça au moment du conclave sur les retraites. C'est le MEDEF qui a finalement bloqué. Qui a bloqué, comment? Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je suis heureuse qu'ils aient la parole, mais ce que je voudrais, c'est qu'ils prennent leurs responsabilités, que si les solutions qui leur sont proposées ne leur plaisent pas, ils en proposent d'autres, mais qui soient réalistes. Pas demain on rase gratis. Demain, en tout cas, ils ont dit qu'une nouvelle mobilisation dans les rues d'octobre. Les patrons aussi appellent à un rassemblement, à des meetings le 13 octobre. Et pendant ce temps-là, le reste du monde bouge. Les Insoumis qui vont aussi déposer une motion de censure, ils ont prévenu dès le début de la rentrée parlementaire, c'est-à-dire le 1er octobre. Les Insoumis, ils ne vont même pas voir le Premier ministre. Est-ce que Sébastien Lecornu peut survivre à tout ça? Écoutez, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de forces qui veulent bloquer dans notre pays. Le reste du monde avance, le reste du monde bouge. Et je ne voudrais pas que la France devienne l'homme malade de l'Europe, simplement parce que personne ne veut faire d'efforts. Mais c'est vrai que du côté de Sébastien Lecornu aussi, il n'y a pas de son, pas d'image. Non. Il est insondable. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de solution? Est-ce que ça manque aux Français? Est-ce que les Français sont en train de descendre dans la rue en disant on veut entendre davantage Sébastien Lecornu? Non, il a pris 4 points dans le dernier sondage. Voilà, donc je pense que parfois, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Donc vous êtes plutôt optimiste sur le fait qu'il a les épaules pour réussir? Je ne sais pas si je suis optimiste, réussir. Mais ce que je veux, c'est qu'on l'aide. Parce que aider Sébastien Lecornu, c'est aider notre pays. C'est le PS qui a, en quelque sorte, la clé de la réussite et qui fait aussi monter les enchères avec la suspension notamment de la réforme des retraites en 2026. Si on arrêtait la politique politicienne et si on pensait à l'intérêt des Français, ce serait bien. Oui, mais vous dites quoi? Vous dites, est-ce que Emmanuel Macron, si c'est le coût de la stabilité, il peut sacrifier une partie de son bilan? Est-ce qu'on peut payer les postures politiciennes des uns et des autres? Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on est si riche? Est-ce qu'on est si peu endetté? Est-ce que notre modèle social est si soutenable qu'on peut se permettre ça? Je ne crois pas. Donc vous dites non, pas à ce prix-là? La stabilité, pas à ce prix-là? Je dis un peu de réalisme et un peu moins de calcul politicien, un peu plus de sens de l'intérêt général. Et un dernier mot sur le sujet du moment, sur est-ce qu'il faut taxer les ultra-riches? Est-ce qu'il faut les taxer davantage? Je ne serais pas choquée qu'on appelle les plus grands patrimoines à faire davantage d'efforts. Ce que je ne veux pas, c'est que ça porte sur l'appareil productif, parce qu'on a des entreprises qu'il faut aider. Les entreprises, c'est de la croissance, c'est de l'emploi, c'est de l'innovation. Mais si les plus gros patrimoines doivent faire un effort, qu'ils nous fassent des propositions eux aussi.